je vais commencer par terminer une chose qu'on a commencé la dernière fois, la composition concurrente dynamique. On a donc un thread qui peut exécuter une instruction, créer d'autres threads, et ce thread peut créer encore d'autres threads, et ainsi de suite. On a une grande exécution. Et quand tous ces threads, à partir de base, sont terminés, on a une synchronisation. On synchronise là-dessus. Et on a commencé ça. Je vous ai montré le code. Donc ça a l'air vachement compliqué, parce que c'est totalement récursif. Voici l'abstraction. On pourrait définir une syntaxe pour ça. Là, c'est juste une abstraction avec du higher order. On a une procédure new thread qui exécute une instruction S, comme dans une procédure comme un argument, et qui sort une autre procédure subthread. Et subthread, c'est ce qu'on utilise pour créer des nouveaux threads pendant l'exécution. Donc subthread, on a le droit de l'exécuter à l'intérieur de S. Et de ce S aussi, et récursivement. Donc ce thread peut s'exécuter là, avec une autre instruction, et dans l'instruction S ici, là-dedans, on peut aussi appeler subthread, et ainsi de suite. Et on suppose que ce n'est pas une exécution infinie qui s'arrête à un certain moment. Et la question, c'est qu'on veut savoir quand tous ces threads s'arrêtent. On ne sait pas combien il y en a en avance. Ça peut être des centaines, des milliers. Et il y en a qui peuvent... un thread peut créer un autre juste avant de lui-même s'arrêter. L'autre peut continuer, créer encore un autre juste avant lui-même de s'arrêter, et ainsi de suite. Donc on peut avoir une sorte de serpent avec beaucoup de threads comme ça. Alors, comment est-ce qu'on implémente le thread? Ceci, on va utiliser Dart-Flow déterministe, donc concurrence pour le nul, mais on a juste besoin d'un port en plus pour faire marcher ça. Juste un. Et l'algorithme, je vous rappelle comment ça marche. Donc l'idée, en fait, est assez simple. C'est qu'on on compte le nombre de threads actifs dynamiquement comme ça, et quand ce compte devient 0, on peut s'arrêter. Mais, bien sûr, comme on dit, le diable est dans le détail. Il faut que ça soit vraiment bien ficelé. Et si on fait une erreur dans l'ordre des opérations, ça ne va pas marcher. Donc il faut bien ficeler la chose. Donc ici, on a le new thread, la ligne rouge, crée un autre thread. Juste avant le créer, il envoie plus 1 à un port. Donc il y a un port avec un stream, un flow, qui va garder les plus 1 et les moins 1. Le plus 1 quand le thread est créé, ici. Et ce thread-là, quand il se termine, il envoie, juste avant de se terminer, il envoie moins 1 au port. Mais pendant son exécution ici, il peut créer un autre thread, bien sûr. Donc c'est lui qui envoie le plus 1. Et celui-là, il continue jusqu'à un certain moment, il envoie moins 1, mais avant de se terminer, il crée un autre thread et il envoie plus 1, et ainsi de suite. Ça peut continuer de façon arbitrairement longue. Alors, donc on envoie plus 1 quand on crée un thread, et moins 1 quand on termine. Donc, grosso modo, les plus 1 et les moins 1 arrivent. On a un stream qui contient des plus et des moins 1, et on compte 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Et quand le compte devient 0, c'est qu'il n'y en a plus. S'il y en a au moins 1 qui est actif, le compte sera plus grand que 0. Ça, c'est l'idée. Mais bien sûr, c'est toujours pareil. C'est toujours les détails qui sont importants. Donc l'idée est bonne et simple. Donc voici une implémentation de new thread.
P, c'est la procédure, subthread, c'est une procédure donc, qui est une sortie. Donc la procédure subthread ici va créer un nouveau thread. Vous voyez ça? P, c'est une procédure de 0 argument, c'est donc l'instruction qui s'exécute. Et on voit que le send, PT, c'est le port, hein, de plus 1, et moins 1. En ose, le moins, c'est un tilde. Ça, c'est parce que c'est un langage multiparadigme avec beaucoup de contraintes. Et donc, on a fait un moins 1 avec un tilde. Donc, ça, c'est moins 1, plus 1, moins 1. Le plus 1 doit être envoyé avant la création du thread. Le moins 1 est envoyé à l'intérieur du thread juste avant sa terminaison. Ici, donc ça définit la procédure subthread. Ici, le thread principal est créé par un premier appel de subthread. Et donc, on est garanti qu'il y a un plus 1, un tout premier plus 1 envoyé sur le port. Et il y a une procédure ici que je vais vous montrer tout à l'heure, zero exit, qui en fait va lire le stream et va garder la somme cumulée des plus et des moins 1. Et cette procédure va sortir en versant de 0. Et aussi longtemps que ce n'est pas 0, la procédure ne sort pas. Okay? Ça, c'est l'idée. Mais est-ce que c'est correct, ça? Parce que la programmation concurrente est quand même assez difficile. Il y a un scheduler qui peut arrêter, allumer les threads quand il veut. Et bien sûr, les threads sont des activités indépendantes et on peut avoir des centaines. Alors, il faut donc se rassurer que le programme est correct. Comment est-ce qu'on va faire ça? Vous voyez, ça c'est la procédure que je vous ai montrée. Et ça c'est la définition. Je peux vous dire que c'est correct, mais bon, il ne faut pas me croire, hein, on va raisonner là-dessus. Voici une petite variation. Je mets le plus 1 à l'intérieur du thread. Ça pourrait avoir l'air raisonnable, n'est-ce pas? Le thread se crée, il envoie plus 1. Quand il est créé, bah non, celui-là, il est bugué. Si on le fait comme ça, c'est bugué. C'est bugué. Cette version, si on fait l'envoi le plus 1 à l'intérieur du thread, c'est bugué. Pourquoi? Eh bien, parce que le scheduler, bon, j'ai un raisonnement intuitif, hein, le scheduler, il pourrait, juste là où il y a où je mets le curseur, il pourrait endormir là, juste là. Et tous les autres threads du système pourraient se terminer. Hein? Et en attendant, ce thread est toujours endormi. Et donc la somme devient 0. Et à ce moment-là, ce thread se réveille, il envoie plus 1. Mais c'est trop tard. Parce qu'il y a 0 sur... Il y a tous les plus et les moins 1, il y a un 0, donc l'exécution s'arrête. Mais c'est un bug, parce que celui-là n'a même pas encore commencé, en fait. Donc mettre le send plus 1 à l'intérieur, c'est mauvais. Ça, c'est l'intuition que je vous donne. C'est une bonne intuition. Mais ça ne suffit pas. Qui me dit qu'il n'y a pas un autre problème quelque part? Hein? Le send de moins 1 se met juste avant la fin. C'est bon, ça? Hein, ou pas? Il faut donc quelque chose de plus fort qu'une simple intuition. Il faut donc un raisonnement. Ça, c'est les Grecs dans l'Antiquité qui ont réalisé qu'il y a quelque chose de plus fort qu'une intuition, ça s'appelle une preuve. Et ça, c'est une très belle invention, et c'est ce que nous allons utiliser. On va prouver que ce programme est correct en utilisant une assertion, une invariante. Une assertion qui est toujours vraie. Bon, qui devrait toujours être vraie, on va prouver qu'il est toujours vrai.
Et bien sûr, l'astuce, toute l'astuce, c'est de trouver cette assertion. Faire des preuves, ce n'est pas automatique. Hein. Je ne crois pas que ChatGPT pourrait inventer une nouvelle preuve. Il peut simplement regurgiter une preuve qu'on lui a déjà donnée. Hein. C'est une vraie escroquerie, ChatGPT. Hein. En fait, il prend tous vos textes à vous, il vous les redonne, vous regurgitez, en prétendant que c'est nouveau. C'est curieux. Hein. Mais bon, pour faire une preuve, il faut réfléchir. Et donc, il faut quelque chose de plus qu'une simple régurgitation. Et je vous donne ici l'invariant, mais il y a des techniques pour trouver, pour essayer de deviner quels sont les bons invariants. Hein? Et c'est ça qui fait un bon mathématicien. Hein? Là, ici, l'invariant n'est pas très compliqué parce qu'il y a deux chiffres. Le string S, c'est le port avec les plus 1 et les moins 1. Et après, il y a le nombre de traits qui sont actifs, qui sont en train de s'exécuter. Ça, c'est deux chiffres. Un chiffre, c'est un truc qui est dans notre structure de données. Et l'autre, c'est l'exécution. Et on veut savoir quand le nombre de traits d'actifs devient 0. Donc on fait cet invariant, la somme des éléments. Je vais l'écrire ici parce que ça, sur S, voilà, ce sont les plus et les moins 1. Et plus grand ou égal au nombre de traits d'actifs. Ça, c'est l'invariant. On va prouver que c'est l'invariant. Je propose ça comme invariant. Et on va utiliser une induction. Ça veut dire sur les pas d'exécution. On commence au début de l'exécution et on suppose qu'on va voir que l'invariant est vrai. Après, on fait un pas et il faut vérifier que l'invariant est toujours vrai. Hein? Donc, ça, dans l'induction, on va faire ces deux cas. Le cas de base, les deux nombres sont 0. L'induction, on va voir ça. Il y a différentes exécutions qui pourraient changer les nombres et la véracité de l'invariant. Pour mettre le point sur le i, cet invariant, c'est ce qu'on appelle une propriété de sûreté. Safety, c'est une propriété qui dit qu'il n'y a pas d'erreur. Mais il y a une autre propriété qui s'appelle vivacité, liveness, qui montre que l'exécution avance. Parce qu'une façon de ne pas faire des erreurs, c'est de ne rien faire du tout, n'est-ce pas? Donc il faut les deux. Donc pour aujourd'hui, je ne vais que prouver ça, mais il faut aussi montrer que l'exécution avance. Il ne marche pas sur place, il avance. Mais on va supposer ça. C'est la propriété de sûreté, on appelle ça. Donc voici comment on va prouver ça. Donc on a une exécution, on commence au début, on fait pas par pas. On a vu ça dans la machine abstraite. Hein? Certains pas ne vont pas changer ça. Hein? S'il n'y a pas d'envoi, plus ou moins 1, ou s'il n'y a pas de création ou de terminaison de fait, alors la véracité de l'invariant ne change pas. Donc ce pas-là, on pourrait avoir un pas qui fait partie de l'exécution de P de la procédure qu'on donne, mais qui n'a aucune influence là-dessus. Donc ce pas-là, c'est bon. Mais en fait, il n'y a que 4 pas possibles qui pourraient changer la véracité de ça. Et c'est donc là-dessus qu'on doit focaliser notre attention et faire un peu de raisonnement. Il y a
On peut les voir ici, hein, dans le code. Il y a 4, tout ça sont des exécutions, mais il n'y a que 4 choses là qui pourraient changer la vélocité ici. C'est le send de plus 1, le send de moins 1 qui change ça, la création du thread et la terminaison du thread. Ça, c'est les 2 choses, les 4 choses qui pourraient changer la vélocité. Donc, il faut donc investiguer ça et vérifier que l'invariant reste vrai. Alors, on va regarder ça. Hein? On va regarder toutes les 4 possibilités. On en voit plus 1. Quel est l'effet? Or, on en voit plus 1. Sur le stream S, il y a un plus 1 qui s'ajoute. Bah, tout ce que ça peut faire, c'est augmenter ça de 1. Et donc, si c'était vrai avant, ça ne peut qu'augmenter, ça reste donc vrai après. Donc, l'envoi de plus 1 ne peut pas rendre faux cette assertion. Ça, c'est simple. Mais les autres sont parfois plus difficiles. Démarrage d'un thread. On crée un thread. Alors, ça va influencer la deuxième partie. Là, il faut réfléchir un peu. On augmente de 1 le nombre de threads actifs. Ah, ça pourrait être dangereux, parce que si ce nombre augmente, ça pourrait casser l'inégalité. Mais il faut réfléchir un peu, et il faut regarder la structure du code. En fait, on ne peut créer un thread que juste après avoir fait un plus 1. Okay? La création de thread se fait toujours après un plus 1. Ça, c'est le code. Donc, si on réfléchit à ça, le send de plus 1 qui était avant, ça nous donne une marge. Ça met un plus 1 dans la banque, en quelque sorte, et quand on crée le thread, on consomme le plus 1. Parce que bien sûr, on pourrait avoir plein de threads. Hein? Mais pour chaque thread créé, il y a un plus 1 qui a été mis avant pour celui-là. Hein? Avant. Et même si le scheduler arrête au plein milieu, ça n'a aucune importance. Ça peut être moins avant ou juste avant. Hein? Le scheduler ne peut pas influencer ça. Donc ça, il faut donc réfléchir un peu. Hein? Donc l'envoi de plus 1 qui s'est fait avant la création du thread va donc créer une marge qui est consommée quand le thread est créé. Donc la véracité n'est pas en danger. Ok? C'est un peu plus subtil, hein? Vous convaincre de ça. Maintenant, l'envoi de moins 1. Là aussi, il faut réfléchir un peu. Si on regarde le code ici, ça c'est le bon code. On envoie moins 1. Et on le fait à l'intérieur du thread. Mais le thread se termine juste après. Donc on envoie un moins 1. Donc ce chiffre diminue de 1. Mais il y a toujours un thread actif qui se termine juste après. Et là aussi, il faut réfléchir un petit peu. L'envoi du moins 1, ici, est toujours fait à la fin de l'exécution du thread. Il n'y a aucune autre exécution qui se fait après. Ça, c'est important. Hein? Donc, la structure du programme est importante. Et du coup, il n'y a aucun travail entre l'envoi du moins 1 et la terminaison du thread. Il y a une petite période où on pourrait dire qu'il y a un problème. Mais en fait, le thread qui s'exécute là ne fait rien. Il se termine. Donc, on pourrait imaginer qu'il se termine juste avant le moins 1. Ça ne changera rien. Vous voyez l'idée? Il faut donc vous convaincre que ce n'est pas un problème. Le thread ne fait aucun travail utile après l'envoi du moins 1. Donc, c'est comme s'il n'existait plus, en fait. OK? Et enfin, la terminaison, la vraie terminaison du thread, on diminue ça de 1. Clairement, ça ne fait aucun problème. Vous voyez,
j'ai donc fait du raisonnement sur les 4 pas qui pourraient changer la véracité de ça. Et avec un peu de réflexion, et en regardant le code, on s'assure que ce truc reste toujours vrai. Vous voyez? Et vous voyez maintenant pourquoi c'est important d'envoyer le plus 1 avant la création du thread. Si on ne faisait pas ça, on ne pouvait pas garder la véracité. Hein? Et avec ça, on a donc ce truc est toujours vrai. Et quand la somme, donc au début, on peut s'assurer que dans le tout premier thread créé, on met un plus 1. Donc quand on commence, on a un premier thread qui est créé avant l'exécution de 0 exit. C'est l'exécution qui va voir si on a un 0. On crée d'abord un thread ici, on envoie un plus 1, c'est la version correcte, et donc il y a toujours un plus 1. Parce que sinon, on s'arrêterait tout de suite au début, hein, ça serait pas bien. Mais là, on sait qu'il y a un thread principal qui est créé, et donc on commence par un plus 1 ici. Et après, on continue. À un certain moment, quand ce chiffre devient 0, on est sûr que le nombre de threads actifs est 0, parce qu'il n'y a qu'un nombre non négatif qui est plus petit ou égal à 0. C'est 0. Hein? 0. Hein? Ça doit être 0. Alors, hein? Il n'y a pas d'autre possibilité. Okay? Ça, c'est donc preuve. Et ça, voici la procédure 0 exit, qui n'est pas très compliquée. C'est une procédure qui va prendre S et qui va, on commence par une somme, un élément, et on prend un élément X du string. N, c'est la somme des éléments avant. Si N plus X égale 0, then skip, ça veut dire on s'arrête. Hein? Pas d'appel récursif. Sinon, on a un appel récursif avec N plus X, S2. Donc, on va continuer. Et aussi longtemps que la somme n'est pas 0, on continue. Quand c'est 0, on sort. Et donc, on a donc une procédure qui sort quand la somme est 0, et donc qui sort quand le nombre de threads actifs est 0. Vous voyez la preuve? C'est comme ça qu'il faut raisonner sur les programmes concurrents. Parce que l'intuition est trompeuse. Hein? Ok, ça c'est tout ce que je voulais vous montrer là. Donc c'est un exemple d'un programme non trivial. C'est un algorithme très intéressant qui pourrait être utilisé en pratique et qui a besoin d'un port, un seul. Hein? Il y a encore un autre exemple que je ne vais pas donner, élimination de dépendance séquentielle, donc ça vous pouvez laisser tomber. Okay? Donc ça je ne le montrerai pas cette année. Donc on passe à la conclusion de la programmation concurrente pour ce cours. On a vu dans ce cours 3 paradigmes. En fait, sont tous les 3 bons. Hein? Le cours suivant, 1131, va montrer d'autres paradigmes, dont des paradigmes très mauvais. Hein? Bizarre, pourquoi je vous enseignerai des paradigmes mauvais? Ce n'est pas parce que je veux faire ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de systèmes dans l'industrie qui utilisent ces très mauvais paradigmes. Donc il faut les comprendre. Hein? Vous allez être confrontés à ces trucs. Mais pour ce cours-ci, tout ce que je vous dis dans ce cours-ci est bon et très bien et recommandé. Donc la première chose, c'était la data flow déterministe, que je l'appelle le concurrencement est nul. Il y a une version paresseuse que je n'ai pas montrée, vous verrez dans 1131. C'est le meilleur paradigme.
Le problème, c'est qu'il y a des limitations. On ne peut pas toujours utiliser, malheureusement, un programme qui a besoin de non-déterminisme. Dommage. Et quelquefois, on a besoin de non-déterminisme quand le programme interagit avec le monde réel, le monde externe. Parce que le monde externe peut faire venir des trucs à n'importe quel moment, et ce n'est pas le programme qui contrôle ça. Le super-paradigme, néanmoins, est très utilisé, surtout dans le big data. Si vous suivez le cours de Cloud Tools Analytics, qui est donné par un collègue ici pour la faculté, vous allez utiliser le tool, et en principe, ce sont des programmes qui font des très gros calculs avec d'énormes masses de données. Mais ils n'interagissent pas beaucoup avec le monde réel. Il y a des données qui rentrent, on fait un énorme calcul avec ça. Et donc, il est intéressant à savoir que le paradigme de data flow dynamics est très utilisé là-dedans. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas, mais maintenant, oui. Donc ça, vous allez retrouver ça. Hein? On ne va pas trop le dire, mais si vous regardez comment faire des analytiques, vous allez voir que c'est ça. Et après, il y a le deuxième paradigme, c'est le multi-agent acteur, message passing. Ça, c'est les ports objets, avec ils envoient des messages. Hein? Un objet reçoit des messages, peut envoyer des messages. C'est pas mal, c'est un bon paradigme, mais moins bon que le premier. Des agents qui communiquent avec des messages. Il y a un langage industriel qui utilise ça, qui s'appelle Erlang, que je vais vous montrer, que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est un exemple de langage industriel qui utilise ce très bon paradigme. Et enfin, l'exemple que je vais vous donner, ça c'est le meilleur. C'est encore très peu utilisé dans l'industrie, peut-être en disant, c'est le data flow déterministe avec du corps. Ça, c'est le meilleur paradigme qui peut être utilisé dans tous les cas de figure. La plupart des programmes, c'est data flow déterministe, et on a juste besoin d'un tout petit nombre de ports. Comme dans l'exemple que je vous ai montré, où un port suffit. Ça, c'est le meilleur. Mais bon, avant que les gens dans l'industrie l'utilisent, ça sera 5 ou 10 ans. Mais allez, on suppose que les choses vont aller dans le bon sens. Ok, donc ça c'est ce que nous avons vu dans ce cours. Maintenant, je voudrais vous donner un exemple d'un système industriel qui fait du message passing. C'est le langage Erlang qui est moins médiatisé que les langages comme Java, C# ou autres, mais néanmoins très utilisé. Donc je vais ça. Vous avez déjà utilisé hein? Il y a plein d'applications. Si vous faites des paris, il y a des sites internet qui vous permettent de faire des paris. À ce moment-là, vous avez déjà utilisé parce qu'il y en a qui sont totalement Erlang. J'espère pas, parce que bon, faire des paris, pour moi, ce n'est pas une bonne manière de dépenser son argent. Si vous avez joué le jeu Call of Duty, ça c'est un jeu qui est peut-être assez populaire. Alors, c'est un jeu multijoueur, role-playing game, multijoueur concurrent, où on peut avoir des millions de joueurs en même temps, au monde entier. Vous voyez que ce n'est pas rien, ça. Eh bien, toute l'infrastructure concurrente de ce jeu est faite en Erlang. Ce n'est pas un truc qui est médiatisé, mais c'est le cas. Et c'est le seul système qui pourrait faire un truc comme ça, en fait. Donc faire des grands programmes robustes qui ne se plantent pas, Erlang c'est le meilleur système qui existe.
je vais vous donner une introduction à Erlang, hein, juste pour vous donner quelques idées, mais en fait, c'est assez proche de ce que nous avons vu. Les port objects, les multi-agents, conceptuellement, ça commence là, et donc c'est pas très nouveau. On l'a vu ici dans le cours. Par contre, Erlang fait des extensions pour les pannes, pour détecter les pannes et réparer les programmes en cas de panne. Les programmes Erlang sont parmi les choses les plus robustes faites par les êtres humains. Voilà. Un programme aussi complexe, qui est aussi robuste, je ne pense pas qu'il y ait un autre système qu'Erlang qui permet de faire ça. Donc je vais vous donner d'abord quelques chiffres pour montrer les forces de Erlang. Après, les concepts de base. C'est un langage fonctionnel avec des multi-agents. Il y a des détections de panne. Ça, c'est très intéressant. Voir comment ça fait. Et on a aussi des mises à jour du code pendant l'exécution. Donc, les programmes Erlang sont faits pour ne pas se planter. Et il y a différentes raisons pour lesquelles le programme peut se planter. Ça pourrait planter à cause d'un bug ou un rayon cosmique qui rentre dans l'ordinateur et qui casse quelque chose. Hein? Ça, on ne peut pas éviter. Mais il y a une autre raison, c'est les mises à jour logicielles. Un programme qui tourne pendant une année sans s'arrêter, comment on fait la mise à jour? Eh bien, pour macOS, si je fais la mise à jour, je suis obligé d'arrêter le système. Eh bien, un programme Erlang n'a pas ce genre de luxe. Il peut continuer à exécuter pendant la mise à jour logicielle. Ça, c'est pas mal. Hein? Un exemple de ça, c'est des bases de données médicales. Et je vous donne un exemple que je connais. Les exemples, il y a plein d'exemples, mais ils ne sont pas tous connus. Dans le pays de Danemark, il y a une base de données médicale nationale pour tout le pays. Belgique a ça maintenant aussi, mais Danemark, depuis quelques années, ils ont ça. Si je vois mon médecin généraliste, il se connecte et tout mon dossier est dans la base, il met les ordonnances dedans. Les hôpitaux sont connectés à la base et les pharmacies aussi. Et il y a plusieurs millions d'utilisateurs, tous les citoyens du Danemark. Il est clair que ce truc-là n'a pas le droit de se planter. Parce que si ça se plante, les gens peuvent mourir. Quelqu'un qui arrive dans une urgence, et on a besoin de regarder son dossier, si la base de données ne marche pas, un quart d'heure plus tard, il peut être mort, le pauvre type. Et donc, c'est un programme qui doit toujours rester actif. Ce truc-là est fait dans une base de données qui s'appelle RIAC. C'est une base de données qui est totalement écrite en Erlang avec des mécanismes de mise à jour logicielle pendant son exécution. Ça peut donc s'exécuter pendant des années, même pendant des moments à grosse, avec des grands taux d'utilisateurs, sans se planter, sans s'arrêter. Si vous faites utiliser des PC, vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire, parce qu'un PC ne peut pas faire ça. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se fait. En Erlang, c'est totalement concurrent, c'est un système hyper concurrent avec des agents partout. Et ça peut être compliqué. Et pour simplifier ça, la plateforme, ça s'appelle Erlang OTP, ça c'est la plateforme, le logiciel. Il a une abstraction qui s'appelle Behavior, un comportement. Ce sont des patterns, ce sont des librairies qui font certaines choses automatiquement. Et je vais vous montrer un peu ça. Et il y a un des comportements qui s'appelle des superviseurs. Un superviseur, c'est le pattern pour
pour la robustesse, pour les traiter des pannes. Et je prenais un très très bon exemple de ça, comment ça marche. Il y a une anecdote. Il y a des chercheurs qui se mettent en Antarctique. Vous voyez qu'il y a des bases de recherche. Antarctique, c'est relativement loin, c'est le pôle sud. Et l'hiver de l'Antarctique, on est largement isolé du monde. Et il y avait une base soviétique, c'était dans l'époque soviétique, avec un chirurgien dans cette base. À un certain moment, le chirurgien avait une appendicite. Aïe. Vous voyez que ce n'est pas facile. Il n'y avait pas d'autres chirurgiens, on ne pouvait pas le sortir. Quand on était en plein hiver antarctique, avec le pauvre type, avec son appendicite, et c'était lui le chirurgien. Alors, comment il a fait? Ça, c'est une histoire qui est racontée, dans vraiment les histoires fortes de l'Antarctique. Il s'est opéré lui-même. Il s'est mis sur son lit avec des miroirs et de tous les gens, il a briefé tous les assistants, on a endormi la partie basse de son corps et il a expliqué en temps réel aux autres comment faire. Couper là, attention, pas là, injecter là, voilà, regarder là, etc. Et il a survécu. Ça, c'est incroyable, hein? Eh bien, c'est un peu pareil pour les programmes. En fait, ce n'est pas la procédure recommandée si on a un appendicite. Hein? Vous imaginez, si j'ai une appendicite, l'idée, c'est que je trouve un chirurgien, lui, qui n'a pas d'appendicite et qui m'opère moi. Je ne veux pas m'opérer moi-même. Hein? Donc, ça, c'est un cas exceptionnel qui a marché, mais ce n'est pas du tout recommandé. L'approche de Erlang, c'est, on peut imaginer que c'est ça. Si un programme se plante, il a des problèmes, c'est comme un être humain avec l'appendicite. Il faut opérer, il faut réparer le programme. Mais ce n'est pas le programme qui va se réparer lui-même, c'est un autre programme qui observe le premier, qui va réparer la chose. C'est ça le superviseur. On a un programme ici, et on a un autre programme, donc ça c'est le programme P, ça c'est le superviseur, qui observe. Il n'y a aucun partage. Ce sont deux programmes totalement indépendants, avec des agents uniques. Là aussi, des agents uniques entre eux. Et il y a une communication très particulière entre les deux, mais aucune donnée partagée. Ça, c'est logique. Hein? Le chirurgien qui m'opère, c'est pas mon jumeau aussi à moi. Hein? S'il est totalement indépendant de moi, ça c'est logique. Donc c'est totalement contraire au cas du chirurgien soviétique. Hein? Je vous explique cet exemple parce que ce n'est pas la bonne manière. Hein? Lui, il était contraint et forcé de faire comme ça. Mais s'il aura eu le choix, il ne l'aurait jamais fait. Et donc en Erlang, on a donc le principe de superviseur. Ce sont des programmes qui observent d'autres programmes et quand il y a un problème, qui agissent à ce moment-là. C'est ça que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc je vais vous donner un résumé aujourd'hui, un résumé assez simple. On aura juste 1 heure pour expliquer ça. Vous allez avoir des idées de base. Donc Erlang, quelles sont les forces? Bon, ce sont des agents, c'est multi-agents, des corps objets, qui sont très légers, on les traite. Il y a la programmation concurrente, très concurrente. On peut avoir des milliers ou des dizaines de milliers
de ce processus. C'est comme des traits dans l'os, ce sont des choses très légères. Voilà. Et pour simplifier la vie, il y a des librairies qui simplifient la concurrence et la tolérance au pain. Donc ce n'est pas difficile. N'importe qui peut faire un programme super robuste en Erlang. Vous ne devez pas être un super expert. Vous utilisez une librairie. La librairie s'appelle Behaviors. Ça veut dire, en Erlang, on les appelle des comportements. Ce sont des librairies qui simplifient tout. Enfin, on peut faire des systèmes distribués, ça veut dire que les programmes peuvent se exécuter sur plusieurs ordinateurs. Et enfin, les applications sont robustes, tolérantes aux pannes de vie. Et la philosophie, en Erlang, il y a une philosophie extrêmement intéressante qui s'appelle Let it fail, laisser échouer. Et ça a l'air un peu contre-intuitif, mais en fait c'est très très bien. Et avec les arbres de supervision, la tolérance au pain devient simple. Vous voyez que Erlang a vraiment fait quelque chose de très très bien. Ok, je vais maintenant faire une pause et après on va regarder comment ça se fait, plus ou moins. Vous allez avoir un truc. Je vais continuer. Je vais continuer maintenant. Je vais vous donner des trucs sur Erlang en trois parties. D'abord, je parle un peu de la performance, des exemples, de l'utilisation. Après, quelques concepts de base. Et troisièmement, un peu plus sur les behaviors et la philosophie, sur l'approche. Mais un peu d'histoire. Erlang a été plus ou moins inventé au même moment que Java. C'est relativement vieux. Ça a été inventé dans la société Ericsson. C'est une très grande société de télécommunications en Suède. C'est suédois. Ça a commencé plus ou moins en 86. Le système qui a été fait. Parce que bon, ils voulaient un système pour faire l'Internet a vraiment eu beaucoup d'essor à ce moment-là. Hein, il fallait vraiment des choses pour faire des systèmes robustes de communication. Vous voyez que Java aussi, c'est pas très loin de la fin des années 80, début des années 90. Il y a eu un certain nombre de trucs qui ont été inventés, qui existent toujours. Bon, les origines étaient là. Et il y a une plateforme qui s'appelle Haute les Clés, avec un ensemble de librairies. Il y a un soutien, c'est la société Ericsson. Comme il y avait Sun Microsystems à l'époque qui a créé Java, après ça s'est passé dans Oracle, Erlang a été soutenu par Ericsson. Après, il y a une fondation des utilisateurs qui a été créée, qui s'appelle Erlang Ecosystem Foundation. Ils ont plus que 1000 membres. C'est plus surtout des entreprises, et on peut voir ça. Et en fait, c'est un système gratuit. C'est un peu comme Java, on peut le charger, l'utiliser. C'est un système de processus qui correspond aux port objects très fortement. Ça s'appelle le actor model. En fait, ça a été inventé en 1973 par Carl Jung. Ça, c'est l'histoire profonde du message passing. Il y a le passage du message asynchrone. On envoie un message, on n'entend pas le résultat. Donc, c'est asynchrone par défaut. Les processus ne partagent rien. Deux processus Erlang, donc ce n'est pas exactement comme les port objects, parce que deux port objects pourraient partager des données. Et en Erlang, les processus ne partagent rien. Tout est copié. Il n'y a aucun pointeur. Il n'y a pas de pointeur en Erlang. Et il n'y a pas de match. Ça, c'est un peu le langage symbolique. Ça ressemble beaucoup au port object.
il y a, pour les systèmes à longue vie distribués, il y a les behaviors et superviseurs. Et un exemple, il y a beaucoup d'applications airline extrêmement robustes qui existent, comme Call of Duty, qui se plante très peu, en fait, ou la base de données d'un marque. Un autre exemple, c'est dans le télécom. Ericsson, ils vendent de très grosses machines, des super routeurs extrêmement haute performance. Ça s'appelle ATM, Asynchronous Transfer Mode. Il y a le modèle AXD 301 est un peu célèbre parce qu'il est extrêmement disponible. Availability, c'est quand on le contacte, la probabilité qu'il soit en activité, c'est là. C'est ce qu'ils disent. Il y a 9 là, c'est beaucoup. Les gens ont tendance à ne pas croire ça. Moi aussi, je suis un peu dubitatif. Je me demande comment ils ont mesuré ça. Parce que ça, c'est la société Ericsson qui dit ça. Un système avec cette disponibilité, sur une année, il est en hors service, sur une année entière, 30 millisecondes sur une année. C'est relativement peu. Mais quoi qu'il en soit, c'est un système fiable. Donc quelques chiffres. Erlang, c'est un système optimisé pour les agents. Donc un processus Erlang, c'est comme un agent. Ici, en horizontal, on a le nombre de processus. En vertical, on a les microsecondes nécessaires pour la création. Ça, c'est un vieil tableau. En fait, ça vient de 2002. Donc, tout est mieux aujourd'hui, mais le taux entre, c'est un peu semblable. Ici, par exemple, jusqu'à 2500 processus, c'est moins qu'un microseconde. Pour Erlang, c'est en rouge. Et là, en bleu, c'est C# et en vert, c'est Java. On crée un thread en Java. À l'époque, c'était de 300 microsecondes. Donc ça, c'est pour montrer qu'en Erlang, on peut créer beaucoup, 10 000, jusqu'à presque 100 000, quelques microsecondes. L'envoi des messages. On envoie des messages entre deux processus ou entre deux activités concurrentes. En Erlang, ça dépend du nombre de processus. Ici, 10, 100 000, 10 000, jusqu'à 40 000, 50 000. On voit que ça tourne autour de 1 microseconde. Pour C#, c'est un peu moins de 100 microsecondes. Pour Java, ça augmente beaucoup. Quand on a entre 100 et 1000 threads, jusqu'à 100 threads, c'est 100 microsecondes. Vous voyez qu'il y a une grande différence des ordres de grandeur. Voilà, voici une application. Ça, c'est un web server. Un serveur web. En rouge, c'est Erlang. C'est le système YAWS de Erlang. En vert, c'est Apache sur le disque local. En bleu, c'est Apache sur un disque sur réseau, un network. Vous voyez ici le nombre de processus qui va de 0 jusqu'à 80 000. Le processus, c'est le nombre de demandes qu'on fait au serveur web en même temps. Combien de demandes est-ce que le serveur web peut supporter de façon concurrente en même temps? Vous imaginez que s'il y a beaucoup de demandes, à un certain moment, le serveur web, il n'aime pas trop, il va un peu réduire la performance ou se planter. Donc Apache, ici, se plante aux alentours de 4000 processus. Ça veut dire ici, c'est à gauche, là. Ça marche, mais plus que 4000, il ne peut pas, il n'accepte plus. Ça, c'est pas un système fait pour être vraiment surchargé.
Donc, Erlang, c'est un système qui résiste très très bien à la surcharge. Ici, ça c'est la performance, ça c'est le throughput, c'est le nombre de kilobytes par seconde. Hein, ça c'était en 2002 aussi. Ça c'est un article de Joe Armstrong. Et on voit que le rouge, si le nombre de processeurs monte, le throughput peut diminuer un peu. Donc il y a beaucoup de variations, mais il résiste très bien à la surcharge. Ici, le système a 50 000 processus. Ce système est largement surchargé. Mais ce qu'on veut, c'est qu'éventuellement la performance est réduite, mais on ne veut surtout pas qu'il se plante. Ça, c'est terrible. Ah bien, mais le système Erlang, il résiste très bien à la surcharge. Là, ils ont mesuré jusqu'à 80, un peu plus que 80 000 processus. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de fluctuations. Ben, c'est normal parce que le système va gérer une énorme charge, donc une partie du temps, c'est la gestion du surcharge. Et donc ça réduit un peu la performance, mais il ne se plante pas. Et un dernier exemple, et ça c'est le AX301 que j'ai mentionné, c'est l'ATM switch. Ici, dans le graphique, ce graphique montre le comportement d'une énorme surcharge. Donc ici, en horizontal, c'est la charge offerte, c'est le nombre de connexions qu'on voudrait faire, des connexions téléphoniques par exemple, et en pourcentage de la charge maximale. Donc 100%, c'est le maximum qu'il peut faire, 1000%, c'est quand on a une surcharge de facteur 10. Donc c'est une énorme surcharge. Comment est-ce que les systèmes se comportent? Et ici, en vertical, c'est le throughput, c'est la bande passante des appels. Vous voyez que si on va de 0 à 100%, la bande passante augmente de façon linéaire. Ça montre que le système accepte et fait des connexions bien. Mais quand il arrive à sa charge maximale, ici 150%, bien, il ne peut plus faire de nouveaux appels. Tout ce qu'il peut faire, c'est les appels lesquels il est conçu. Les autres, il doit les rejeter. Mais ça prend du temps, rejeter les appels. Hein, et il ne doit surtout pas se planter. Donc ici, cette ligne-là, c'est le nombre d'appels rejetés. Et quand la charge augmente encore, jusqu'à 1000%, on voit que la performance diminue. Et ça, c'est parce que le simple fait de devoir regarder une tentative d'appel et de rejeter, ça va bouffer une partie des capacités de la machine, plus que la charge augmente. Donc ici, en jaune, c'est la partie du processeur nécessaire pour rejeter les appels au-dessus de la charge maximale. Et vous voyez donc, mais ça ne se plante pas. Il y a une réduction gentille, graduelle. C'est extrêmement bien, ça. Donc, un système comme ça, c'est comme ça qu'on va supporter la surcharge. Et il y a très peu de systèmes qui permettent de faire des graphiques comme ça. Et en Erlang, c'est beaucoup plus simple de faire ce genre de système que dans d'autres. Hein? En Java, ce serait très difficile parce que en Java, ce sont des programmes monolithiques qui auraient tendance, quand une partie se plante, ça aurait tendance à faire planter tout le reste. C'est pas bon ça. Mais en Erlang, on a des processus indépendants. Quand il y en a un qui se plante, c'est traité par un superviseur et les autres continuent à s'exécuter. Donc, c'est très bien. Et donc, on voit la taille de ce système. C'est 1 million de lignes de code Erlang, 900 000 codes en C et C++, et 13 000 lignes de code en Java. Donc, c'est un système qui contient plusieurs langages, plusieurs types de librairies.
Hein. Ça, c'est le code qui a été écrit. En plus, le OTP, donc la plateforme de base, c'était 240 000 lignes de Erlang, 460 000 lignes de C, etc., 15 000 lignes de Java. Ça, ce sont des vrais systèmes industriels. Hein. Quand vous allez dans l'industrie, vous avez des systèmes comme ça. Ce sont des systèmes qui sont créés par des équipes sur plusieurs années. Donc, un système qui survit à la surcharge de ce système-là, si vous arrivez à ça, c'est que vous avez bien fait un bon travail. Hein? Ça, c'est un exemple. Ok, maintenant, je vais vous parler de deux parties, les concepts de base d'Erlang et l'approche pour faire le système de base. Les concepts de base sont très proches aux core objects, aux objets, ce que nous avons vu dans le cours. Hein? C'est vraiment très proche. Si je vais vous faire un résumé d'Erlang, vous allez voir que c'est extrêmement familier. Vous n'aurez pas beaucoup de problèmes à programmer en Erlang si vous avez compris. Donc, à l'intérieur d'un processus, donc en core object, on a Erlang, c'est un processus. C'est un langage fonctionnel. C'est comme la fonction de transition. Les variables sont affectation unique. Les fonctions sont portées to the higher order. Il y a du pattern match, un peu plus sophistiqué parce qu'il y a l'instruction receive. On peut aussi faire du pattern match avec des messages qui viennent. C'est un langage symbolique, il y a des entiers, des flottants, des atomes, des listes, des tuples, il n'y a pas de record. Il y a des strings qui sont des listes de code ASCII ou de Unicode. Et il y a un nouveau type en Erlang qui n'existe pas en Oz. Ce sont des vecteurs en binaire. Et comme ça, on peut en Erlang écrire des processus qui font des protocoles Internet, hein, comme TCP, IP, UDP. Ce sont des bit-vecteurs, des paquettes, on les appelle. Donc, dans les cours de Olivier Bonaventure, les protocoles que vous voyez, on peut les écrire en Erlang avec des binary vectors. Donc, ça, c'est Erlang. C'est très faible. Un programme Erlang s'organise en modules. Un module, c'est comme un fichier, mais qui dépend d'autres modules. Petit exemple, il y a un module math qui va exporter une fonction, une liste de fonctions, qui a besoin d'un autre module list, qui a besoin de la fonction map. Et en Erlang, on écrit des fonctions. Voici un exemple de syntaxe Erlang. RASL, c'est sum, map. On a une fonction I qui renvoie RAI. Sur la liste L, donc il y a la fonction map. RA, vous voyez ici, c'est du pattern match. C'est comme des tuples. Ça ressemble un peu, grosso modo, vous voyez, c'est un peu, c'est pas exactement le même code, c'est à son syntaxe. Donc on a des modules qui sont des fichiers. C'est ça le programme Erlang, tout ça. Après, les processus Erlang, comme des port objects, on peut les créer. Il y a une fonction spawn qui va créer un nouveau processus avec la fonction qui donne le comportement, comme la fonction de transition. Et PID, c'est le nom du processus. C'est le nom du port object. Et on peut envoyer, donc c'est une constante unique. Là, chaque processus est un autre nom. Et avec le point d'exclamation, on peut envoyer message. PID, send message, ça c'est une structure qui est envoyée. Et il y a l'instruction receive qui reçoit le message. Juste un exemple, juste un peu pour vous donner l'idée. Chaque processus a des messages qui rentrent. Et les messages qui rentrent, on les met dans ce qu'on appelle un mailbox, une boîte à lettres. Ça s'appelle une boîte à lettres. Et là-dedans, il y a tous les messages. Et avec les receives, on ouvre la boîte aux lettres et on sort le message. Comme des messages, comme si on reçoit des boîtes à lettres. Et c'est avec du pattern matching.
Vous avez vu, on a vu ça dans le cours. C'est un peu l'autre syntaxe, mais c'est typiquement un langage symbolique avec du pattern match. Et donc, il y a donc deux choses. Il y a envoi, PID, send message, et le receive. On peut aussi faire un timeout, after time, timeout actions. On peut dire, s'il n'y a rien dans 100 millisecondes, je dois faire autre chose, par exemple. Et le receive, c'est un peu différent du port objects. On explique là. Le receive, il va, si la boîte à lettres est vide, le receive, il va attendre. Si la boîte à lettres n'est pas vide, on prend le premier message et on fait du pattern match avec tous les patterns. S'il n'y a aucun pattern qui match, on essaye de suivre. Et en fait, la grande différence avec le receive et le port object, c'est qu'on peut sortir les messages dans un autre ordre qui sont venus. Par exemple, supposons que, mais c'est comme dans la boîte à lettres que j'ai à la maison, et il y a différents types de choses qui arrivent. Il y a des lettres, il y a des pubs, il y a des colis. Je regarde, j'ouvre ma boîte à lettres, je sors les lettres, je sors le colis, je m'en fous de pub. Je peux donc sortir les messages que je veux sortir. Le receive marche exactement comme ça. Certains messages, je m'intéresse à certains messages, je les sors, et les autres, je les laisse dans la boîte de lettres, quelqu'un d'autre qui va les sortir. Donc le receive, on peut vraiment sélectionner les messages qu'on veut. Donc ce n'est pas exactement comme un port object. Dans un port object, les messages, on les sort dans l'ordre de leur arrivée. Donc ici, c'est un peu plus sophistiqué. Ça, c'est Erlang. OK, c'est tout pour le receive. Maintenant, on va passer aux pannes. Comment est-ce que Erlang traite des pannes? Eh bien, ça s'appelle linking. Ici, j'ai un port object ou un processus Erlang, un autre, P1, P2. On peut créer un lien entre les deux, un link. Ça veut dire, quand il y en a un, il y en a un qui tombe en panne, on envoie un message à l'autre. Vous voyez, c'est comme ils s'observent, les deux. Quand un processus se termine, il crée un signal. Si la terminaison est normale, la raison c'est normal. Okay. S'il y a une erreur, il se plante, ça c'est un tuple. On dit pourquoi il s'est terminé. Et donc, on peut donc avoir des processus qui sont liés, et en fait, c'est transitif. Ça veut dire que tous les processus qui sont liés, ça fait comme un groupe. Et à la base, le comportement par défaut, c'est aussi déterminé. Donc s'il y en a un ici qui se plante, tous les autres vont se planter automatiquement, par défaut. C'est comme si on avait un groupe qui travaille ensemble. Il y en a un qui se plantent tous. Parce qu'on suppose qu'ils sont en train de travailler ensemble. OK? Par contre, on peut avoir un autre, ici, qui est un peu spécial. Il a un trap exit. Lui, il ne va pas se planter. Tous ces autres-là, lui, il va recevoir un message. Donc lui, il va donc observer les autres qui se plantent, mais lui, il ne va pas se planter, il reçoit un message avec la raison. Et vous voyez l'idée? Et c'est dans le mailbox. C'est comme si quelqu'un avait envoyé un message. Et c'est avec ce genre de processus qu'on va faire ce
ce que nous allons voir, le superviseur. Donc on a des processus superviseurs qui observent les autres, ils sont tous les mêmes. La seule différence, c'est que lui, il attrape excédé d'un trou. Donc lui, il ne se plante pas. Hein, s'il est lié avec les autres, mais il reçoit un message. Donc, avec ça, on peut construire une librairie pour gérer les pannes. Ça, c'est la seule opération de base. Tu vois, vous voyez, c'est simple. Hein? La seule opération qu'on est soutenue par les systèmes, c'est le linking. Avec ça, on peut faire le superviseur. Il y a quelques trucs. Hein? Par exemple, process flag trap exit true, et on reçoit le message des autres qui se plantent, et on peut faire quelque chose. Hein? Et il y a un peu de gestion. On peut envoyer un signal sans se terminer, ou on peut envoyer un exit qui n'est pas, qui force l'autre à mourir aussi. Donc, il y a certaines variations pour permettre de construire des librairies. Vous voyez, les superviseurs sont construits sur le LinkedIn. Ça, c'est une chose. Il y a une dernière opération de base, c'est la mise à jour du code pendant l'exécution. Le dynamic update, dynamic code change. Donc, dans un vrai système, on voudrait changer le code sans arrêter le système. Certains systèmes, par exemple dans les satellites ou dans les trucs qui sont critiques pour la vie, ne doivent jamais s'arrêter, même quand il y a une mise à jour logicielle. Alors, en Erlang, on a un soutien pour ça. Chaque module Erlang peut avoir deux versions. Deux versions. Une ancienne, ou une courante, et une nouvelle. Tous les processus vont utiliser la dernière version. Si on change le code, le processus lui-même peut choisir s'il continue avec l'ancienne ou la nouvelle version. Vous voyez, on ne peut pas forcer un processus à changer. C'est lui qui décide. Au bon moment. Et ça, c'est exactement comme il faut. Hein. Peut-être qu'il ne peut pas tout de suite changer, il doit encore faire des trucs. Une fois qu'il a terminé les tâches courantes, alors il change de version. Donc c'est le processus lui-même qui décide. Et voici, quand le code c'est très simple. Ici j'ai le module M, et à droite aussi le module M. Ici j'ai un serveur, c'est une fonction récursive, loop, fait un receive, fait une fonction f, après l'appel récursif. Là aussi, à droite aussi, receive, et il y a l'appel récursif. C'est un peu comme les core objects. Hein? On reçoit un message, on fait quelque chose, après on fait l'appel récursif. Ça, c'est la boucle. Mais il y a deux manières de faire l'appel récursif. Si je fais loop, comme ça, sans rien d'autre, c'est l'ancienne version. Par contre, si je fais n point loop, on est dans le module M1, là, ça dit, vous devez utiliser la nouvelle version. Et là, il va utiliser l'autre version. Vous voyez, c'est le processus lui-même qui décide. Donc, chaque module a donc deux versions de code. Et quand on fait une mise à jour, en fait, on fait en plusieurs phases. On envoie la nouvelle, le nouveau code. Une fois que tout le monde a un peu reçu le nouveau code, on dit, OK, maintenant, vous terminez vos tâches courantes et vous mettez avec la nouvelle version. Et tous les modules qui sont en train de s'exécuter là, personne ne s'arrête là. Hein. Ils tournent. Une fois qu'il, par exemple, il faut des connexions téléphoniques, une fois qu'il a terminé ses tâches courantes, il se transitionne vers la nouvelle version du code. Et du coup, une fois que tout le monde l'a fait,
Hein, on peut informer, ça y est, on l'a fait. Mais ça peut prendre un certain temps, mais c'est pas grave. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les 5 minutes, hein, une mise à jour du code. Hein. Ça soit une fois tous les mois, par exemple. Donc si ça prend une heure, c'est pas un problème. Ok? Donc c'est comme ça qu'on fait les mises à jour du code. C'est le mécanisme. Après, il y a des librairies qui gèrent ça. Et bien sûr, il y a une autre façon de le faire. Ça, j'ai pas, qui ne demande aucun soutien. Le higher order, bien sûr, peut aussi être utilisé pour changer des trucs plus fins. Ça peut se faire en pause aussi. Hein. Tous les langages higher order, ils peuvent envoyer des fonctions, un new fun 1, des fonctions, on les envoie dans le message. C'est une valeur de fonction. Et le serveur, il prend la fonction fun1 et ça devient sa nouvelle fonction. Ça, c'est toujours possible dans le higher order. Ça, on n'a pas besoin de soutien comme dans Erlang. Mais ça, on ne peut pas changer vraiment le code d'un module avec ça. On peut changer la fonctionnalité au serveur. Mais si on veut complètement changer un module, ça ne marche pas. Il faut le système Erlang, avec ceci, c'est tout le module qui change complètement le code. Okay? Donc ça, c'est des trucs de base. Vous voyez, c'est très simple. Il y a le linking et il y a 2 versions du code par module. Et il y a le receive, la boîte à lettres. C'est pas super compliqué. Erlang n'est pas un langage compliqué. C'est simple. Après, il y a des librairies. Parce que utiliser tout ça, bon escient, c'est pas évident. Mais Erlang, ils fournissent tout. Tout est là. Et c'est très marrant de parler un peu de la philosophie. Parce qu'ils ont fait des trucs complètement contraires de ce qu'ils ont fait d'autres gens à l'époque. Hein? Donc la question, comment est-ce qu'on peut faire un logiciel robuste? Hein? Le langage populaire, Java, Python, ne sont pas à la hauteur. On ne peut pas faire du logiciel vraiment robuste avec Java. C'est pas possible. C'est pas fait pour. Alors, comment est-ce qu'on fait? Il y a certains principes. D'abord, on ne peut pas éliminer des erreurs. Quoi qu'on fasse, il y aura des erreurs. La perfection n'est pas de ce monde. Même si on fait des programmes de super bonne qualité, il y aura toujours des erreurs. Et l'unité de panne, failure, c'est un composant, donc il faut isoler les morceaux. Hein? Quand un morceau tombe en panne, l'autre ne tombe pas en panne. Ça s'appelle isolation forte. Après, fail fast, un module a 2 possibilités. Ou il marche, ou il tombe en panne tout de suite. On ne veut pas qu'il traîne et qu'il marche plus ou moins un peu. Non. Le moindre problème, il tombe en panne tout de suite. Fail fast. Et on peut détecter les pannes. Ça, c'est le linking. Et zéro partage de données. Les messages et les copier. Ça, c'est les principes. Et là, ils ont inventé quelques slogans pour ça. Le plus célèbre, c'est « Let it fail ». Laissez échouer. Si un programme commence à devenir un peu fou, qu'il tombe en panne tout de suite. Si vous ne pouvez pas faire votre boulot, vous tombez en panne tout de suite. Donc, pas de programmation défensive. On parle de programmation défensive. Tester des arguments, des fonctions, vérifier, plein de code qui testent ça. En Erlang, on dit non, rien. Pas de programmation défensive. La programmation défensive, ça veut dire qu'on ajoute des tests, des checks. Ce n'est pas productif. Ça complexifie le programme et ça ne va pas enlever toutes les erreurs.
Il faut toujours traiter les erreurs. Malgré ça, toutes les erreurs, malgré leur bizarreté, toutes les erreurs vont aller dans un seul état, c'est-à-dire planter. Le moindre petite erreur dans un programme, on fait planter tout le programme. Ça, à l'époque, ça a fait froncer les sourcils. Mais en fait, le temps les a donné raison. Hein, parce qu'avec Erlang, on peut faire des systèmes extrêmement robustes. Et en Erlang, tout ça, il y a des librairies pour tout ça. Vous n'avez pas besoin d'inventer. Ils ont déjà tout fait, les gens de Erlang. Il y a 4 niveaux. Release, c'est tout le système, le nouveau release du système. Après, il y a une application, tout pour créer l'application. Hein, un release contient plusieurs applications. En dessous de ça, il y a ce qu'on appelle un behavior, un comportement. C'est un concurrency pattern. Je vais vous montrer, il y en a 5. C'est tout. Un supervisor, c'est un behavior. Et enfin, le plus bas niveau, c'est les processus eux-mêmes, sur les travailleurs, les workers, sur les processus. Et Erlang vous donne 5 patterns, 5 librairies en fait. Il y a 5 librairies de base. Et chaque librairie est faite pour travailler avec les autres. Il y a Generic Server pour faire des serveurs et un serveur. Generic Event Handler pour gérer les notifications des événements qui bougent dans le système. Generic Finite State Machine, machine à état. En fait, c'est le cœur d'une application. Un Finite State Machine, c'est une fonction de transition. Donc le cœur de toute application, c'est un gen FSM. Après, il y a une application, un composant qui peut démarrer comme une unité. Et enfin, le plus astucieux de tous, c'est le superviseur. Le superviseur, c'est celui qui observe les autres et quand il y a une panne, il peut les redémarrer. Okay. Et ils sont très faciles à utiliser. La complexité est cachée. Si vous voulez faire une application Erlang, vous n'avez pas besoin de devenir un expert. Vous prenez un comportement et vous l'instanciez, vous mettez quelques fonctions dedans, c'est bon. Donc en fait, il est très facile de faire une application Erlang. Et pour terminer, je vais illuminer un peu un concept très original de Erlang, c'est les arbres de supervision, supervisor trees, c'est pour gérer les pannes. Comment est-ce que Erlang arrive à faire des systèmes super robustes? C'est avec ça. Et quelle est l'idée, en fait? Eh bien, il y a d'abord quelques constats. On observe que la plupart des erreurs sont transitoires. Problème de réseau, congestion, problème de démarrage, un truc qui n'arrive pas au bon moment. Et simple, réessayer, ça marche très souvent. Donc, pour Erlang, c'est la base. Les arbres de supervision vont favoriser la stratégie. Donc, les processus sont supervisés. Donc, ça, c'est l'application. Hein. Et ici, il y a le superviseur qui regarde. Et si l'application a une panne, le superviseur agit. Donc un superviseur peut arrêter, redémarrer tous les processus qu'il supervise. Et un superviseur peut être eux-mêmes observé. En fait, on peut avoir plusieurs niveaux de superviseurs. Le superviseur lui-même peut tomber en panne. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un autre superviseur aussi. Ça, c'est curieux. Et les superviseurs sont très compliqués à implémenter, mais ce n'est pas grave, ça existe. Ce sont des experts Erlang qui les ont inventés. Vous n'avez pas besoin de les implémenter. Donc, un arbre de supervision, c'est une hiérarchie, il y a une racine. Il y a une racine, un processus qui observe les autres. Hein? Par exemple, je peux vous donner un petit exemple.
supposons qu'on a un système de télécom. On a un superviseur, ça c'est un travail, qui observe d'autres processus. Ici, on a celui-là qui fait une communication, un appel téléphonique. Celui-là fait un autre appel. Celui-là fait un autre appel. Si celui-là se plante, eh bien, le superviseur, il voit ça, il redémarre. Il redémarre, par exemple. Et les autres ne sont pas influencés. Ça pourrait être l'action d'un superviseur. Donc, un superviseur peut démarrer, arrêter, observer les enfants. Donc, on appelle ça les processus enfants du superviseur. Et on peut... Ça, dans un des livres du Erlang, on a dit qu'on peut tuer l'enfant. Ben, je ne sais pas si... J'ai parlé avec l'auteur, il a dit, je vais peut-être changer la terminologie un peu. Si l'enfant commence à bugger, on peut tuer l'enfant et créer un autre enfant. Ça, c'est la terminologie originale. Allez, c'est peut-être pas assez woke. Mais, vous voyez l'idée, il n'y a pas besoin de les appeler les enfants. Il y a plusieurs stratégies. One for one for all, rest for one. Il y a pour le redémarrage des fréquences. Si ça arrive trop souvent, si celui-là se plante et on redémarre, et ça se replante de nouveau, on redémarre. Et on peut continuer ça. Si ça arrive trop souvent, il y a un autre alerte. Attention, il y a peut-être un autre problème. Le nombre de restarts est limité par l'intervalle de temps. Donc en fait, c'est assez astucieux. Si c'est un problème récurrent, par exemple, parce qu'il essaye de lire un disque et le disque s'est planté, donc on ne peut pas le redémarrer, alors le problème va à un autre niveau. Donc c'est très intelligent. Si un processus meurt à répétition pour la même raison, là c'est une situation qu'on va éviter. Okay? Et donc aussi un exemple, ça c'est un arbre. Les cercles sont des travailleurs, les workers, les carrés sont des superviseurs. Et le 1 ou le A, il y a deux stratégies de base. One for all et one for one. Et c'est très simple. Ça, c'est un one. Si tous les travailleurs travaillent indépendamment, chaque travailleur gère une connexion. Si un travailleur se plante, on redémarre juste celui-là. Ça, c'est le one for one. Par contre, si tout le monde travaille ensemble, s'ils sont en train de faire un calcul, et ensemble, en fait, ils travaillent ensemble, bah, s'il y en a un qui se plante, les autres ne peuvent pas continuer. Donc il faut tout redémarrer. Et ça s'appelle one for all. Donc ça, c'est les deux stratégies de base. Après, il y a des variations. Donc il y a deux typiques situations. Est-ce que les travailleurs sont indépendants ou est-ce qu'ils travaillent ensemble? C'est deux situations qui arrivent. Et on peut avoir plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux. Et donc, les deux stratégies de base, c'est one for one et one for all. On peut dire penser au super, un pour tous, tous pour un. Mais là, c'est surtout un pour tous, parce que le superviseur lui-même, on ne va pas le tuer. Ce sont les enfants. If any child dies, all children are terminated. If any child dies, it is restarted. Donc, ça c'est le 1 pour 1, ici c'est le 1 pour tous. Si les enfants sont en train de collaborer, alors s'il y en a un qui se plante, les autres ne peuvent pas continuer, parce que les données sont corrompues, ça ne marche plus.
Tout le monde doit être redémarré, même les enfants qui sont corrects, sans eux. Okay? Et si tous les enfants sont indépendants, par exemple, chacun gère une connexion, alors s'il y en a un qui se plante, on peut simplement le redémarrer. Okay? Ça, c'est la base. Hein? Après, il y a des variations. Parfois, il y a une séquence. Il y a des enfants qui dépendent des enfants avant. Ça, c'est un truc qui s'appelle le RESTful One. Et s'il y en a un qui se plante, il n'y a que ceux qui sont créés après doivent démarrer. Ceux qui sont créés avant n'ont rien à voir dans l'histoire, ils peuvent continuer. Ça dépend de l'application. Et tout ça, c'est géré par le superviseur. Il n'y a pas besoin d'écrire du code pour tout ça. C'est automatique, c'est le superviseur. Vous simplement donnez la stratégie. Le superviseur, il s'occupe de tout. Hein? Ce sont des programmes auto-concurrents, avec des pannes. Pas de problème, le superviseur, il fait tout. Ok, c'est tout ce que je veux dire sur Erlang. Je vais maintenant tout doucement arriver à la fin. Donc je résume un peu ce que nous avons vu sur Erlang. Après, je parlerai un petit peu de l'examen. Donc Erlang, c'est une plateforme qui s'appelle Erlang OTP. Donc Erlang, c'est le langage. Erlang OTP, c'est toute la plateforme, les librairies, tout le soutien autour. Donc c'est deux choses différentes. On peut tout voir sur le site erlang.org. Si vous voulez expérimenter, ça ne coûte rien. C'est un système, un logiciel libre. Ericsson, ils reconnaissent vraiment la valeur d'une plateforme à un logiciel libre. Et donc, vous pouvez tout de suite essayer pour remettre ça. Donc, il y a des agents qui ne partagent rien, qui se communiquent avec des messages, qui sont définis avec de la programmation fonctionnelle, qui permettent des mises à jour dynamiques et qui peuvent faire du linking pour la détection de pannes. Ça, c'est tout. Ça, c'est la base. Ça, c'est le résumé du tout en quelques phrases. Après, il y a OTP qui a des librairies dessus, qui s'appellent des behaviors, des comportements, on peut dire ça comme ça, mais en fait, ce sont des librairies, et il y a plein de choses que je n'ai pas expliquées. Il y a des librairies pour faire des tests, et bien sûr, un système de concurrence pour des tests très sophistiqués, il y a des bases de données, il y a toute une infrastructure que je n'ai pas expliquée pour faire des applications. Et il y a aussi un autre langage qui s'appelle Elixir, dont la syntaxe ressemble plus à Java, mais qui utilise la même machine virtuelle qu'Erlang. Erlang, vous avez remarqué, c'est une syntaxe un peu bizarre, quand même, dans Java. Il y a beaucoup de programmeurs qui ne viennent pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé un langage qui s'appelle Elixir. Il ressemble beaucoup à Java, mais qui a exactement la même sémantique. Donc, je vais tout faire comme Erlang. Et ça a un énorme succès. En fait, la communauté Erlang, on appelle ça Erlang Ecosystem. Parce que ce n'est pas que Erlang, c'est Erlang et Elixir. Il y a une machine virtuelle. Comme pour Java, il y a le JVM. Ici, il y a le BIM, et il y a Erlang et Elixir qui sont interopérables dessus. Et c'est comme ça que Erlang a pris du succès en ce moment. Et cette fondation a en fait un très bon succès. Ils ont plus de 1000 membres, surtout les entreprises. Et ils financent des projets. Et je peux même dire qu'un de mes anciens laborants a actuellement une bourse du Erlang Ecosystem Foundation pour faire une librairie de calcul matriciel avec une technique extrêmement efficace qui s'appelle CBLAS. C'est le même algorithme utilisé par les scientifiques, les physiciens pour faire les calculs matriciels. Il est en train d'intégrer ça dans la plateforme OTP. Pour ça, il a une bourse
du Airline Ecosystem Foundation. Parce que c'est quelque chose qui est difficile pour une entreprise. Parce que les entreprises font des produits, ils ont des échéances, ils n'ont pas beaucoup de ressources pour faire des choses pour le bien commun. Et du coup, c'est pour ça que la Airline Ecosystem Foundation remplit un besoin très fort. Donc tout le monde est très content. Les entreprises cotisent chaque année en membres et la Ecosystem Foundation finance des bourses. Et donc un de mes anciens membres est actuellement en train de faire une bourse avec le Airline Ecosystem Foundation. Donc, depuis quelques années, j'ai des projets avec Airline. Ça marche très bien. Ok. Bon, ça c'est la fin du cours. Je vais peut-être dire quelque chose sur l'examen. L'examen a deux parties, théorie et pratique. Je peux vous demander des définitions, je peux vous demander des exercices théoriques. Il y aura une question qui correspond à l'interro. Ne vous inquiétez pas, je suis en pleine correction de l'interro. Donc, on n'est pas encore à la fin cette semaine. Et ça compte pour 5 points. Et donc, sur l'examen, il y aura une question qui correspond, et donc vous aurez le maximum de ça et les points sur l'interro. Et les autres questions vont être sur le reste. Donc, c'est 5 points, il y a 10 points pour le reste et 5 points pour le projet. compte aussi pour 5 points. Donc, il est donc techniquement possible de réussir les cours en mettant, en renvoyant une feuille blanche pour l'examen. Il y a bien sûr aussi le bonus qui peut ajouter un point de plus à tout ça, c'est la présence en TV. Et c'est pour retard. Et s'il y a des petits problèmes du genre il y a un TP pendant le jour de manger, panique, vous ne serez pas prêt. Pour l'examen, attention, théorie pratique. Je peux vous demander d'écrire du code, je peux vous demander de faire du nombre de calcul, ça ce sera dans la première partie, d'écrire un peu de code. Par contre, pour Erlang, on n'a pas vraiment fait d'exercice, donc je ne vais pas vraiment vous demander d'écrire le code Erlang. Par contre, je peux vous demander de m'expliquer comment marche le linking, comment marche le supervisor tree. C'est tout ce que j'ai expliqué là. Il faut avoir un certain au niveau à ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Où est ton document? Tout ce que j'ai expliqué, la formation précédente, le message passé, le code, tout ça, il faut comprendre. Et tout le code que j'ai écrit là, des variations de ça, vous devez être capable d'écrire. Par contre, je ne veux pas vous demander d'écrire de très grosses applications, parce que c'est du temps limité, mais des morceaux de code, une dizaine de lignes, ça, je peux vous demander ça. Et des définitions aussi, bien sûr, et un peu de théorie. Voilà, donc la sémantique des traits, par exemple, je pourrais vous demander. Attention, il y a bien sûr la coupure de l'interro, c'est les premières 5 semaines, et tout le reste, c'est dans les 10 points. Donc tout ce qui a été vu jusqu'à la semaine fin, nombre de calcul, ça fait partie de la matière qui correspond à l'interro. Tout après, c'est après. Par contre, je pourrais vous demander un truc après qui a besoin d'un truc qu'on a vu avant. Et je ne suppose pas, ce n'est pas des trucs totalement séparés. Si je vous demande de faire une logique numérique digitale dans un truc, et ça utilise du higher order, ce n'est pas parce qu'on a vu le higher order dans les 5 semaines qu'il faut oublier tout le reste. Ce sont des choses qui sont pratiques, qui sont continues. Par contre, le cœur de la question, ce sera autre chose. C'est clair que les traits du higher order et tout ça, qu'il faut savoir utiliser ça pour la deuxième partie du cours. Ça, c'est évident.
Donc, c'est pas comme si on peut vraiment oublier ça pour le reste. Hein. Mais ce ne serait pas le peuple, ça ferait partie. Hein, parce que c'est une construction en couche. Hein. Tout ce qu'on fait se bâtit sur les choses qu'on a vues avant. Ok, je pense que c'est un peu tout. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer des mails à moi ou aux assistants. Donc là, je termine. Je vous souhaite un bon